Durant ce chapitre, nous allons étudier les campagnes en Occident au Moyen Âge. On a souvent de nombreux préjugés sur la vie dans les campagnes au Moyen Âge, mais à y regarder de plus près, qui les habite, quelles activités y pratique-t-on et qui domine cette société? Tout au long du Moyen Âge, la population des campagnes d'Europe va augmenter. Vers l'an 900, elle est de 23 millions et demi. Elle augmente fortement jusqu'en l'an 1000. Elle atteint 42 millions de personnes dans toute l'Europe. Puis un maximum, en 1250, de 69 millions de personnes environ. Ensuite, ce chiffre va peu à peu décroître, mais ça nous en parlerons plus tard. En tout cas, pour nourrir cette population, il faut cultiver. C'est pour cela que les paysans vont se lancer dans de grands défrichements. Ils libèrent les terres jusqu'ici occupées par les forêts, ici en vert, pour les transformer en terres cultivées. Regardez comme en 1300, la forêt a considérablement reculé en Europe. On retrouve les défrichements dans de nombreux documents du Moyen Âge. Ici, c'est une enluminure qui décore un texte. À gauche, nous voyons un arbre. Un moine, au pied, muni d'une hache, s'apprête à l'abattre. À la cime de l'arbre, un laïc découpe peu à peu les branches qui tombent sur le sol. Sur cette fresque du XVe siècle, on remarque l'activité intense qui règne dans les campagnes. On sème, on laboure, on récolte, tandis que les dames du château se promènent. À y regarder de plus près, on remarque tous les objets qui ont fait leur apparition et qui ont permis le progrès dans l'agriculture. Tout d'abord, un outil essentiel pour le paysan, c'est la charrue. Avec son soc, elle permet de labourer en profondeur la terre et de retourner la terre pour la rendre plus fertile. La herse, elle, permet de casser les mottes de terre et de l'ameublir. Et enfin, un outil important, le moulin à eau qui fait son apparition. Il permet de moudre, mais aussi d'actionner des machines pour le début de l'industrie. Ces progrès permettent le développement de nombreuses activités économiques. On voit ici le forgeron en train de travailler un fer à cheval. Ici, le paysan avec sa charrue tirée par des bœufs et un cheval. Voici le viticulteur qui transporte son tonneau sur une charrette. Peut-être sera-t-il acheminé sur un fleuve ou une mer, en bateau. Et tout cela permet de financer la construction de grands bâtiments, tels que les cathédrales et les châteaux. Mais comment s'organise la société au Moyen Âge? Tout le monde n'a pas le même rôle. Il y a 3 groupes, ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui combattent. Voici tout d'abord les plus nombreux. À droite, on voit le paysan. Il est habillé simplement et il est muni de son outil de travail, la bêche. Parmi ceux qui travaillent, on trouve aussi des commerçants et des artisans. À gauche, voici ceux qui prient. Nous voyons le moine, vêtu si particulièrement, on le reconnaît aussi à sa coiffure. Et enfin, au centre, ceux qui combattent. Voici le chevalier avec son armure, son aume et son blason. Il a pour fonction de protéger les 2 autres groupes. On retrouve ces 3 rôles dans l'organisation de la communauté villageoise. Voici le lieu central, le château du seigneur, qui marque sa supériorité, lui permet de défendre son territoire. Dans le village, on retrouve les habitations des paysans, des commerçants et des artisans. Quelques bois, ici et là, servent souvent de réserve de gibier pour le seigneur, qui chasse. Autre bâtiment important dans le village, c'est l'église, où les paysans et le seigneur vont prier. Voici un premier type de terre, nommé la réserve, qui appartient au seigneur, sur lequel il fait travailler des paysans. Voici d'autres types de terres, nommés les tenures, qu'il loue à des paysans qui sont libres, nommés les villains. Et voici enfin le gibet. C'est le lieu où le seigneur qui rend la justice peut décider de pendre ceux qui ont désobéi aux lois qu'il édicte. On retrouve cette organisation de la communauté villageoise dans des paysages actuels. Ici, à Castelnau-la-Chapelle, en Dordogne. Voici le château du seigneur, qui surplombe une rivière, mais aussi les terres agricoles, ainsi que le village. Le village ainsi que le château datent du XIIe siècle. Le château est souvent construit sur un promontoire rocheux, une colline ou encore une falaise. Cela lui permet
de marquer sa supériorité, mais aussi de voir arriver les ennemis de loin. Pour résumer, on peut dire que le Moyen Âge n'est pas la période sombre et uniforme que l'on nous présente souvent. La partie qui nous intéresse, du XIe au XVe siècle, dure tout de même 4 siècles. Et ces 4 siècles ont connu de grands changements. Les campagnes se sont peuplées, se sont défrichées. De nouveaux outils se sont diffusés, tels que la charrue ou la herse par exemple. De nouvelles installations très utiles ont vu le jour, telles que le moulin à eau, le moulin à vent. Les campagnes ont connu de grands progrès techniques. Enfin, un nouveau mode d'organisation sociale est apparu, c'est la seigneurie. À la tête de chaque domaine, on trouve un seigneur, qui peut être soit un laïc, un chevalier ou un clerc, un membre de l'Église. Les conditions de vie des paysans, au cours des 4 siècles qui se sont écoulés, se sont donc considérablement améliorées, et les clichés des films sont parfois faux. Cependant, il est vrai que les paysans avaient souvent la vie dure et qu'il arrivait parfois qu'ils se révoltent contre les seigneurs. Alors c'est parti. Hein. Alors premièrement, arrêt des activités agricoles. Deuxièmement, blocage des livraisons de vivres. En trois, revendication en gros, révolte. Voilà. Bon, bah alors quoi, on va sortir les fourches et puis on va gueuler au château. Non, même ça c'est bon, même ça je connais bien déjà. Y a pas besoin de me faire tout votre cirque.